Oh, cette ponctualité. À la seconde. Vous avez vu ça, c'est beau. Bon week-end à tous. Bon, attendez, je regarde si le son est bon, mais normalement, oui. Hein. Je vais aussi régler le son, parce qu'après, on a des tirs à regarder. Hop, hop, hop. Voilà. Bon, Ted Green est toujours en vacances. Hein. Il profite du soleil. Il a bien de la chance, parce qu'ici, en Islande, c'est catastrophique. Hein. Oh là là, la météo de merde, là, je regarde par-dessous le rideau. Oh, ça donne pas envie de sortir. Je crois que la plus grosse température que j'ai eue là, cet été, ça doit être 13 degrés en Islande. D'habitude, c'est quand même un peu plus chaud. Parfois, ça pousse jusqu'à 20. Là, même pas, quoi. Bon, il y a de la news. Il y a de la belle vidéo, il y a plein de trucs. Hein. Alors, il y a eu du tir. J'ai des belles photos. Voilà. Il faut que ça aura du retard. Ouais, mais Blue Origin, ils ont un peu abusé parce qu'ils avaient dit oui, cet été, leur barge allait même pas là, ils sont encore à tester leur Pathfinder. Moi, je dis que ça vole même pas cette année. Je vais mettre mes mains là et ça vole pas cette année la New Glenn. J'ai. New Glenn 2026. Non, pas 2026. Normalement, ils avaient prévu. Ils l'avaient dit cet été, hein, il y a 3-4 mois, ils avaient dit cet été ça vole. Moi, je pense quand même qu'ils sont un petit peu avancés, peut-être Q4 2024 ou Q1 2025. Voilà, c'est comme ça qu'on va le voir. On verra bien. Ouais, et moi, tant que ça vole, je suis content. Hein. Tant que ça vole, je suis content. Hein. Voilà. Bon, on avait une fusée au pad. Regardez ça. Atlas 5, ULA, configuration lourde pour les Space Force. USSF 51. Donc, c'est une jolie fusée. Hein. C'est la coiffe de la Vulcan. C'est un joli bébé. C'est un joli bébé. ULA, ils ont fait parler d'eux parce qu'ils ont interdit aux photographes et tout de photographier à un but commercial. Ils se sont pas fait que des amis. En même temps, le spatial a jamais été aussi populaire. Et vous avez ULA qui dit pap, vous avez pas le droit de vendre des photos de notre fusée à titre privé. Oh putain, ils se sont pas fait que des amis cette semaine, ULA. Mais bon, écoutez, c'est des boomers, ils ont pas compris que faut ouvrir les portes de la communication. Voilà. Donc ouais, en tout cas, on a vu l'Atlas 5, configuration lourde pour les Space Force. Et on a eu un très joli tir. On va aller voir ça. Tac, tac. C'était il y a quelques jours. Hein. Comme d'habitude, les Space Force sont assez casse-couilles au niveau de la com, mais écoutez, ils payent cher, ils payent rubis sur ongle. C'est normal qu'ils gueulent, quoi. 3, 2, 1. We have ignition and liftoff of the United Launch Alliance Atlas 5 Ça part vite une Atlas 5 hein, avec les boosters. USSF-51 Là, il y a for 4 the boosters. United States Space Force on ULA's 100th National Security Mission. Ça part très vite. Hydraulics look good. We are throttling down. Regardez-moi ça. C'est un monstre, Atlas 5. Hein. On dirait pas comme ça, on dirait que c'est une petite fusée, mais elle est grosse. Hein. C'est parmi les derniers tirs de Atlas 5. Hein. Ils en fabriquent plus, elles sont toutes produites, ils ont tous les moteurs. Bientôt, il n'y aura plus que la Vulcan. And will program did complete on time. On s'en bat les couilles de Maduro. Qu'est-ce qu'on Mach s'en 1. branle. Vehicle's now supersonic. Engine Faut arrêter continues de to operate normally. traîner sur Twitter, SRB is mec. burning normally. Ça crame. You are hearing the voice of Rob Gannon providing launch vehicle ascent data. Yeah, Max Q. We're throttling up post Max Q as expected. Everything looking good, following expected profile. Normalement, il devrait avoir un magnifique pico SRB is burning normally. avec les boosters qui vont tous partir sur les côtés. Operating expected. Throttle level, everything looking good. Body weights look good. We are now Au throttle Twitter, down. j'ai vu quelqu'un qui se plaignait justement que la Atlas 5 coûtait plus de 2 fois plus cher qu'une Falcon 9 pour les Space Force. Ah, juste raison. We are now 50% Mais of our bon, liftoff les weight. Space Force veulent de la redondance, donc ils sont prêts à payer plus fort pour avoir plusieurs fusées disponibles. And we have SRB burnout. 10 seconds to SRB jettison. Ok, dans 10 secondes, ils vont larguer les boosters, Pico. On devrait avoir une belle vue. Allez, voilà, mettez-nous cette vue-là. Oh, allez, ouais. Allez, hop. Oh, ouais. All 5 SRBs Hey. successfully jettisoned the vehicle. Combien de RD-180 boosters? is 6, je throttled up pense. and operating normally. 3 d'un Everything côté, looking 3 de good. l'autre. C'est pour ça qu'elle part aussi vite. Donc ça, c'est sa configuration. C'est la Atlas 5 We're sur now sa 34 miles in altitude, configuration 36 lourde. miles downrange, Et là, regardez. traveling at Voilà. 4,200 miles per hour. Putain, ils font chier avec leur Kerbal Space.
C'est honteux, hein. En 2024, Quick après, c'est pour les review Space of, Force, je peux comprendre. Range track. Bon, voilà, Vehicles moving ouais. right down the center of the range track. Everything looks Allez, good. 20 mois. Merci, mec. 20 mois, c'est propre. And we Ça va did sur les enable 2 ans. closed loop steering a few seconds ago. Everything looks good there. Donc en tout cas, le vol s'est bien passé, on a eu la confirmation. Next event we're looking for is throttling le Tori down Bruno, to qui a a dit, ah, non, constant non, 2.5 c'est G bon, limit for payload fairing jettison. Aucun problème. And we've begun the throttle down. Now holding a constant 2.5 Gs in On va aller jusqu'à preparation Nico, for fairing pas jet. d'engine cut-off, séparation d'étage. And we fired the power valve, activating the reaction control system on the second stage. Oh là là, mais arrêtez de nous Yeah, mettre pass celui-là, through the montrez-nous les Van vues Krammen internes, montrez pas la charge fixe, c'est 25% pas of grave. liftoff weight. Donc c'est sûrement des satellites de renseignement, des satellites un peu technologiques autour de la détection de lancement de 10 missiles. seconds to fairing jet. En ce moment, on a une guerre technologique autour de la détection des missiles hypersoniques. Donc ça tire énormément de démonstrateurs technologiques et tout ça. Version lourde de la Vulcan, oui. And seal the hard deck Absolument, il y jettison. aura une version lourde de la Vulcan. Voilà, donc ça on le verra pas en vrai parce que bah, And les throttled Space up Force. the RD-180. D'ailleurs, vous noterez qu'il y a des uniformes. Il y a des uniformes de l'armée parce que c'est un vol de... en haut là, vous voyez, il y a du This is personnel des Space Atlas Force. Mission Control at T plus 3 minutes and 38 seconds. Ça va, qu'il y a We mal just fait. Bah heard ouais. flight comment. Donc ouais, voilà pour le vol, parce qu'après, bah forcément, ils nous ont rien monté d'autre. Fort dommage. Tori Bruno, néanmoins, nous a partagé quelques superbes images de caméras au sol. Matez-moi ça. Donc ULA aussi, ils ont des belles caméras, parfois, quand ils volent. Propre, hein. Et on va aller voir l'autre. Hop là. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Super. Le gel qui se décolle de la fusée, bah ouais, hein. Toujours, hein. Alors on voit mieux quand la fusée est en noir, comme la Electron. Joli, hein. On voit les ondes de choc et tout, très impressionnant. Et on a eu encore un autre tir. Alors en fait, on a eu, je crois, que des tirs importants. On avait aussi, j'en avais parlé la semaine dernière, je crois, on avait une Electron. Quel carburant? Alors, t'as déjà les boosters, qui sont des carburants solides. Et la Atlas 5, c'est une vieille génération. Ça fonctionne au Kerolox. Donc Kerolox, hydrogène liquide et kérosène. Rocket Lab, ouais, on avait une Electron au pad. On avait une Electron pour des petits satellites d'observation japonais, Strix. Donc c'est toute une série de contrats qu'a Rocket Lab avec cette compagnie japonaise pour mettre en orbite des satellites d'observation terrestre. Donc on avait, ouais, ils ont 5 ou 6 tirs, je crois, avec cette compagnie. Et c'était hier, je crois. Hier, parce qu'il me semble que je l'ai vu en live à pas grand-chose. Ils ont tiré de nuit de Nouvelle-Zélande, ça fait chier. Hop là. 2 ou 4 boosters solides sur la Vulcan, bonne question. Moi, j'ai... Bonne question. Je vais pas dire de conneries, parce que on a encore jamais vu la Vulcan en configuration lourde. Donc je vais... Peut-être 4. Peut-être plus. Va vérifier. Google, tu tapes Vulcan, configuration, et tu devrais trouver ça. Mais je vais pas dire de conneries, donc quand je sais pas. 6, 5, 4, 3. Electron, Nouvelle-Zélande, 1. satellite Strix. Lift off. C'est pour ça que tu passes par des micro-lanceurs. Rocket Lab s'est fait une spécialité d'être extrêmement précis sur ses placements de satellites. Et c'est vrai que ils ont un petit monopole technologique en ce moment, où ils amènent un service que SpaceX ne fait pas pour beaucoup moins cher, qui est de placer des satellites très spécifiques sur une orbite très spécifique. Donc Rocket Lab, ça doit être leur 52e tir d'Electron. Hein. Incroyable, hein. SpaceX et Electron sur le toit du monde au niveau des lancements avec la Chine.
Electron is quickly coming up on its first mission milestone to pass through the point of maximum aerodynamic pressure against the rocket, otherwise called out as Max Q from Mission Control. We'll listen out for that now. Electron is supersonic, approaching Max Q. Ah, c'est beau de nuit aussi, mais on préfère de jour. D'où il tire de la péninsule de Maria en Nouvelle-Zélande, c'est absolument magnifique le coin. Et c'est vrai que voir le Pacifique et toute la Nouvelle-Zélande, c'est super beau. Cleared Max Q. That was the call we were waiting for. Electron has cleared Max Q and is continuing nominally on its journey to space. We're now past 18 kilometers in altitude as the rocket reaches speeds of more than 2,300 kilometers an hour. Up next will be three actions that take place quickly one after the other. The first event is MECO, which stands for the main engine. Préparation MECO d'étage, confirmed. staging. Là, ils ont MECO, ils ont éteint le premier étage. Stage Séparation ignition d'étage. confirmed. Et hop là, salut. Stage 2 ignition confirmed. Waouh, magnifique. Hein. There we have it, a successful MECO, state separation, and second stage engine ignition for Electron and Sunspector. Ils font chier à tous tirer Electron de nuit. is Bon, en traveling tout cas, le vol s'est très bien passé. On a Peter Beck, le patron de Rocket Lab, qui a juste confirmé ouais, c'est bon, on est en bonne orbite et tout ça. Donc, tu sais, Rocket Lab, ils sont bons. Hein. Ils sont très très bons, Rocket Lab. Hein. Donc, ouais, pas mal. On a aussi eu un nouveau vol de Falcon 9. Vous vous rappelez la semaine dernière, SpaceX avait récupéré le droit de tirer des Falcon 9. La minute spatiale, on a vu le premier tir. Dans la foulée, ils ont fait 3 tirs en 30 heures. Ils ont tiré 3 Falcon 9 en 30 heures. Une Falcon 9 tous les 10 heures. Bah ouais, ils ont du retard à rattraper. 2 semaines sans tirer. Vous vous rendez compte? Et ils ont prévu un planning de 148 tirs. Donc faut que ça envoie, quoi, le pâté. Donc ouais, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Parlons du sujet qui fâche cette semaine. Il faut qu'on parle de Starliner. Starliner avec nos 2 astronautes. Donc premier vol certifié avec des gens à bord. Donc on n'en met pas 4, on en met que 2. Et le vol devait durer 8 jours. 8 jours, retour sur la Terre. Ça permet de tout tester. Il y a eu quelques petits soucis au moment de avec des RCS défectueux. Le vol qui devait durer 8 jours dure depuis 8 semaines. Ça fait 8 semaines qu'ils sont là-haut. Au début, c'était drôle. C'était drôle, hein, on se moquait un peu. Tout le monde se voulait rassurant. Mais non, on teste, sauf qu'ils ont même dépassé la date. Il y avait une date officielle de fin de mission. Ils ont dépassé cette date officielle de fin de mission. C'est du temps qui n'était pas prévu sur la mission du tout. Et au début, c'était une rumeur et une blague où on disait « Non, mais c'est SpaceX qui va aller les dépanner et tout ça ». La rumeur gonfle. La rumeur gonfle avec des gens bien informés. Et la bouffe, on s'en fout. La bouffe, tu l'amènes. Hein. On a suffisamment de ravitailleurs pour amener de la bouffe. Et s'il y a moins de bouffe, bah ils font la diète. On coupe les rations de 50% et c'est bon. Voilà. Ils mangent un peu de pain et d'eau tous les jours et ils font pas chier. Voilà. Donc ouais, ça commence à... Il n'y a rien d'officiel, mais c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que on a Boeing qui fait de la com en disant mais regardez, on a testé, tout va bien, on a fait plein de tests. Déjà ils font énormément de tests, ça veut dire qu'ils sont pas confiants avec certains systèmes. On a testé au sol, on a testé avec l'ISS. Il semblerait que ce soit la NASA. Donc Boeing dit tout va bien, regardez, tout va bien. Et c'est la NASA qui demande toujours plus de tests parce qu'il y a des choses qui ne vont pas seulement avec la data. Donc on a les rumeurs qui nous disent que Boeing fait un énorme lobbyisme agressif auprès de la NASA pour les ramener, même s'il y a des choses qui ne vont pas en disant on fait confiance, c'est bon, faites-nous confiance. Et vous avez la NASA qui dit ouais mais non, il y a des choses... a-t-elle une version 6 places? Je crois même que ça peut monter à 6 ou 7, je crois, Dragon. Dragon a été designé pour prendre encore plus de passagers. Ils en envoient que 4, mais ils peuvent en prendre plus. Mais c'est plus des problèmes logistiques de... La capsule se prépare. Les sièges, les tenues d'astronautes et tout ça, ils sont montés avec des tenues Starliner Boeing. Ils n'ont pas de tenue SpaceX. Et ouais, donc il y a toute une logistique autour de ramener des astronautes qui ne sont pas prévus pour. Les combinaisons sont sur mesure, faites pour des gens bien spécifiques. Et la rumeur gonfle
que ça va être à SpaceX de devoir ramener. Donc ça tombe bien, on a une mission qui est bientôt prévue, Crew 8 ou Crew 9, pour aller amener 4 astronautes là-haut. Est-ce qu'on fait décoller Crew Dragon avec des sièges supplémentaires et des combis qu'on embarque pour ramener nos 2 astronautes? Est-ce qu'on fait décoller que 2 astronautes à la place de 4 pour avoir 2 sièges vides? Et ce qui à la base était une blague, une mauvaise blague, est en train de se transformer en rumeur très très sérieuse. Et dans ce milieu, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Comprenez qu'il y a des gens bien informés, tout le monde parle, tout le monde se connaît, garder un secret est impossible. Et s'il y a autant de rumeurs qui circulent, c'est que la NASA, en interne, envisage très sérieusement d'utiliser SpaceX pour les ramener. C'est pas officiel, hein, c'est de la rumeur, hein, mais il n'y a pas de rumeur sans feu, il y a des gens très sérieux qui disent que c'est un gros problème, et voilà. Donc ouais, c'est pas fini. On va encore l'entendre parler, et c'est une catastrophe pour Boeing. Hein. Vous savez que là, avec tous ces problèmes, vous comprenez que c'est des problèmes, ça. C'est des problèmes de data et tout. Starliner ne va pas voler avant très longtemps. Le but, c'était vraiment de dire Starliner est prêt, mission, tout se passe parfaitement, ou à 99,9%, on reste 8 jours, on redescend, on valide tout. Là, ils ont rien validé du tout. Ils ont des problèmes. Ces problèmes vont devoir être résolus. Moi, j'ai vu des gens dire que Starliner ne va pas voler au moins avant 1 an. Sauf qu'il y a des missions prévues l'année prochaine. Hein. Et... alors, Boeing devra rembourser ou pas? Si Boeing venait à annuler Starliner d'eux-mêmes, il y aurait sûrement des pénalités. Ils ont signé un contrat. En cas d'annulation du contrat de leur part, ils vont devoir lâcher du pognon. Mais comprenez qu'ils lâchent déjà du pognon. Ils sont probablement à plus d'un... Ils doivent aller sur les 1,8 milliard de leur poche de pénalités. Parce que c'est eux qui payent tout ça. C'est eux qui payent tout maintenant. Depuis très longtemps. Et dites-vous qu'ils ont eu 2 fois plus d'argent que SpaceX pour le même programme. Et regardez où ils en sont aujourd'hui. C'est un désastre. C'est un incommensurable désastre financier et industriel, Starliner. Pire, ils mettent potentiellement la vie des 2 astronautes en danger parce que leur merde ne fonctionne pas. Ils ont trop de problèmes. C'est une déchéance à grande échelle, absolument. Et ça continue. Et le fait que ça... ça serait beau que ce soit SpaceX. Alors, moi, je suis pour la compétitivité dans l'espace, je suis pour la concurrence, mais pas en mettant la vie des gens en danger, quoi. Et c'est vrai que... filez votre pognon à quelqu'un d'autre, quoi. Filez votre pognon à Sierra Space avec Dream Chaser, et à un moment, Starliner, il va falloir dire stop. Je veux dire, des fois, dans la vie, quand ça marche pas, ça marche pas. Faut tester, même. Mais quand ça marche pas, il faut, comme ils disent en anglo-saxon, cut the losses. Et je sais pas comment on dit en français, cut the losses. Mais il faut savoir tirer la prise et arrêter, quoi. Parce que ça coûte trop cher, perte de temps, d'argent, et j'ai l'impression que Dream Chaser est en train de se transformer en ça. Et le fait que les mecs soient bleus... Alors les 2 astronautes, ils vivent leur vie de rêve, hein. Ils étaient partis... Arrêtez les frais. Ils étaient partis pour 8 jours, ça fait 8 semaines qu'ils sont là-haut. Je peux vous dire, ce sont les rois du pétrole, et ils vont peut-être encore rester un petit bout de temps là-haut, donc totalement dingue, hein, cette histoire avec Starliner. Hein, c'est... Est-ce que c'est une surprise? Moi, je pense que non. C'est pas une surprise, on sait que Starliner est une machine à problème, et que Boeing est notoirement incompétent. C'est ça le truc, c'est que Boeing, non seulement cette machine a été mal designée, elle est hors de prix, mais en plus, chez Boeing, ils sont incompétents. Et c'est un énorme problème. Et ça se voit. Tant que les autres étaient pas bons, ça se voyait pas. Quand tout le monde est nul, vous savez, quand tout le monde est nul, bah ça se voit pas. Bah ouais, quand tout le monde est nul, tout le monde fait la même merde. Mais quand vous commencez à avoir des gens un peu compétents qui bossent, tous les mecs nuls, on commence à les voir. Et ce qui se passe là est inadmissible, alors qu'ils ont eu 2 fois plus d'argent que SpaceX. Inadmissible. Et si c'était que matériel, mais en plus ils mettent potentiellement la vie de gens en danger. Et ça c'est pas acceptable. Bon, donc voilà pour Starliner. On aura souvent des news dans les semaines qui viennent. Ils peuvent pas les garder là-haut, ad vitam aeternam. Attendez, on va aller voir quand sont les prochaines missions de SpaceX. Est-ce que c'est Crew 8 ou Crew 9 Crew 8 launch. 4 mars 2024, c'est Crew 9. Crew 9. Crew 9. SpaceX Crew 9. 18 août. Nom de Dieu, 18 août, mais c'est bientôt. Ah ouais, 18 août. Eh les gars, c'est dans 15 jours.
Ils ont 2 semaines pour prendre une décision. 2 semaines. Ils ont 2 semaines pour décider. Est-ce qu'on modifie Crew Dragon? Est-ce qu'on décolle avec moins d'astronautes? Est-ce qu'on passe Crew Dragon en configuration lourde? Est-ce qu'on amène des combis là-haut? Est-ce que Starliner est digne de confiance? Ils ont 2 semaines. Il y a des gens qui doivent bosser à la NASA en ce moment. Ça doit sointer un peu. Hein. Mais voilà. On a une date pour la prochaine mission d'Axiom, je crois que oui. Ça serait Axiom 3, je crois. Axiom 3 launch. Axiom... Ah non, Axiom 3 a déjà volé en janvier 2024. C'est Axiom 4, putain. Axiom 4, octobre 2024. Octobre 2024 avec un Indien, un Hongrois, un Polonais, un réserviste de l'ESA et Peggy Wilson de Axiom. Donc ouais, octobre 2024, Axiom 4. Ça va vite, hein. Sachant qu'Axiom, ils auront leur station spatiale. Ils vont commencer à assembler leur station spatiale l'année prochaine. Hein. On vit une époque incroyable. Hein. On n'a jamais eu autant d'astronautes, autant d'allers-retours et tout. C'est fou. Donc ouais, on va sûrement reparler de Starliner avec des grosses news. Je pense peut-être la semaine prochaine. Oh là là, si c'est SpaceX qui ramène les astronautes, on va se foutre de la gueule de Boeing, mais d'une force. C'est pas bien de se moquer, mais parfois, il faut. Donc ouais, passons à la minute SpaceX maintenant. La minute SpaceX, je vous ai dit que SpaceX, la semaine dernière, depuis qu'ils ont récupéré leur autorisation de tir des Falcon 9, avec quelle fusée Axiom fait sa station spatiale? Bonne question. Attendez. Est-ce qu'on sait qui va tirer les premiers modules? Potentiellement une Falcon 9, je pense. Hein. Axiom Space Station. Très bonne question. Wikipédia, Axiom Space. Axiom Station. Canada, blablabla. First launching, ouais. On n'a pas de date, mais je supposerais que ça serait avec une Falcon 9, je pense. Très probablement une Falcon 9, ouais. Une Falcon Heavy? Falcon Heavy? J'ai pas beaucoup d'infos là sur ce que je regarde. Falcon Heavy peut-être, ouais. Attendez, je regarde. Non. Ouais, peut-être Falcon Heavy, c'est quand même du lourd, donc on verra bien. Donc ouais, ça sera très intéressant de voir la Station Spatiale Internationale grandir et créer une nouvelle station, ça serait incroyable. Donc ouais, la minute SpaceX, laissez-moi retrouver le fil, voilà. Donc ouais, on a SpaceX qui a tiré 3 fois en 30 heures, un tir tous les 10 heures, donc 2 tirs depuis leurs 2 pads de Floride. Et leur tir, un autre tir depuis Vandenberg, leur pad en Californie. Donc, vu qu'on a 2 bateaux qui sont partis en même temps, bah faut bien récupérer les boosters, les 2 sont revenus. Et c'est rare qu'on ait en Floride, regardez ça, les 2 barges avec les 2 boosters qui sont rentrés. Truc de dingue, hein. Là, oui, ça fait il y a un côté science-fiction. Ils tirent les boosters, ils les ramènent en mode YOLO. Et vous aviez les 2 barges avec les 2 bateaux drones. Est-ce qu'on a alors ouais, A Shortfall of Gravitas peut-être et Just Read the Instruction. C'est le nom des bateaux. Donc ouais, c'est beau. Hop là. Voilà, donc les 2 boosters. Classe, hein. Et ils ont encore tiré du Starlink, donc ils ont repris leur cadence de tir d'avant incident. Ce qui est assez dingue vu... Ouais, là c'est SpaceX, hein, tout va toujours très vite, hein, tout simplement. Hein. Donc on va pas regarder Starlink, tout s'est bien passé, voilà, ils récupèrent le booster, ça devient tellement normal qu'on va arrêter de regarder les avions décoller. Hein. Pendant ce temps, vous vous rappelez que la semaine dernière, S-30, on va parler de Starship maintenant, vous vous rappelez que S-30 avait fait son feu statique, mais on n'avait pas eu d'image de SpaceX, parce que c'était arrivé quasiment quelques heures avant, et les images sont arrivées après la minute spatiale, comme toujours. Hop là. Ah bah si, je pense que ça va les mettre en retard par rapport à leur objectif de l'année. Ça semble logique. 2 semaines, c'est énorme en termes de cadence, donc ouais, mais c'est déjà s'ils vont à 120 tirs dans l'année, c'est de la folie, quoi. Et ils veulent aller à 140, c'est fou. C'est assez dingue, hein, déjà, d'avoir des telles cadences de tir. 90% des charges utiles tirées sur l'année au niveau mondial, c'est SpaceX. C'est fou, c'est fou. Donc ouais, on avait... S-30, donc SpaceX a mis des belles images, donc S-30 qui est le prochain candidat
pour le prochain vol. Hein. Vol qui est prévu parce que... Alors, c'est vraiment officiel. Hein. Ils vont vouloir rattraper le booster. Sauf que pour rattraper le booster, c'est pas une licence de tir normale. Ils vont devoir demander à la FA une nouvelle licence de tir upgradée. Donc ça va prendre un petit peu plus de temps. Et normalement, c'est prévu pour fin août. Normalement, ils avaient prévu mi-août, je crois. Donc on a eu la confirmation, ça serait le vol. Si tout se passe bien, au niveau paperasse et tout, ce serait pour fin août. Et donc là, voilà S30 qui est prévu pour le vol. Donc il a fait son feu statique la semaine dernière. Il y a eu quelques belles images. Voilà. Incroyable. Hein. Avec ça, c'est son nouveau bouclier. Il y a 18 000 tuiles, je crois. Matez un peu le merdier. Chaque tuile a été remplacée. Les tuiles avaient déjà été mises en place. Ils ont fait vol 4. Ils ont récupéré tellement de data. Ils ont vu que fallait changer les tuiles avec un nouveau modèle de tuiles qu'ils ont reçu. Ils ont enlevé toutes les tuiles à la main. Et ils les ont toutes remontées avec les nouvelles tuiles. En moins d'un mois. C'est malade, hein. Et donc, matez-moi ça. Et il n'y a aucune tuile qui est tombée. Très intéressant. Aucune tuile n'est tombée. Généralement, dans les feux statiques, il y a quelques tuiles qui tombent parfois avec les vibrations et les secousses. Donc peut-être le fait que maintenant, ils aient une tranchée. Donc le fait qu'ils aient une tranchée, il y a beaucoup moins de secousses. Avant, ils n'avaient pas de tranchée. Et dire que le V3 fera 10 mètres. C'est un truc de malade, le V3. Hein. Il fera 150 mètres Starship de haut. 150 mètres. Défi d'imagination, la taille du monstre. Et ils nous ont aussi montré des nouvelles prises de vue. Alors, les prises de vue étaient faites au ralenti avec les nouvelles caméras qu'ils ont installées. Quelqu'un les a mises en accéléré, voilà ce que ça donne. Donc vous avez les 6 moteurs Raptor, donc les 3 moteurs de basse altitude, les 3 moteurs, donc les grosses tuyères, c'est ce qui est censé fonctionner en altitude, les 3 au décollage. C'est beau, hein? Donc ouais, et dans la foulée, ils étaient très contents, je pense, du feu statique, parce qu'ils en ont pas recommencé un. Et donc ça, ils le font amasser, ils le font plus sur les zones du pad initial, ils le font à leur nouveau petit stand où ils ont tout installé, qui est à quelques kilomètres de Boca. Donc ils utilisent la route, ils utilisent la petite route départementale pour faire voyager les boosters et Starship. Et ça, regardez, c'est Starship qui revient par la route. Vous imaginez, vous allez bosser le matin, vous passez, vous avez une des fusées les plus puissantes de l'histoire de l'aérospatiale qui passe à côté de vous, en véhicule télécommandé. Voilà comment SpaceX bouge ces monstres par la route. Hop là, c'est beau, hein? Le sol est plat, tu trouves que le sol est plat? Regarde. Convoi exceptionnel, c'est un espèce de convoi exceptionnel en effet. Et il déplace ça, le convoi de fou, ouais, mais le machin fait plus de 50 mètres de haut, quoi, et on a du mal, on a toujours du mal à apprécier ce genre de choses. Heureusement qu'il n'y a pas de pont, ouais, heureusement qu'il n'y a pas de pont, ouais. Et on se plaint d'être bloqué par les éboueurs. Bah là, tu peux dire à ton patron, mais je t'ai bloqué par Starship. Le patron, il a pas le choix, tu prends la photo, regardez, je t'ai bloqué par Starship. J'étais bloqué par une fusée. Vous voyez, vous dites ça à votre patron. Il y avait une fusée sur la route. Bah, à Boca Chica, ils peuvent. Voilà le monstre. Voilà le monstre. Et ça, c'est pas exceptionnel. Hein. Ça, ils le font aller-retour. Ils font ça avec des boosters, avec des Starships. Genre, c'est pas exceptionnel. C'est dans le coin, c'est quelque chose d'assez normal. Les gens commencent à connaître Starship maintenant. Et tout ça, ouais. Donc, totalement fou. Et on peut peut-être miser sur un full stack cette semaine. La semaine prochaine, ou dans 2 semaines, mais on est très très proche de voir, ça va être B12 et S30 au pad, pour être full stacké en vue de commencer la campagne d'essai en vue du tir. Va falloir faire des essais de pressurisation, un semi-test cryo pour tout tester au niveau matos. Après, si tout ça est positif, un WDR, Wet Dress Rehearsal, simulation de tir mais sans appuyer sur le bouton pour tirer. Et si tout ça est bon, ça devrait nous amener vers fin août. Et on attendra la licence de tir. Et s'ils mettent les explosifs en place et tout, ça veut dire que c'est bon. Puis après, on partira sur le 5e vol avec tentative de récupération du booster. Aïe, 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 ça va être quelque chose, hein. Ça va être quelque chose de dingue. Et pendant ce temps, vous vous rappelez qu'ils construisent un 2e pad. On suit chaque semaine la construction de la tour.
Donc ils avaient... Vous vous rappelez qu'ils avaient, la semaine dernière, monté déjà 4 composants de la tour. Ils sont très pressés, ils ont amené le 5 et le 6 à quelques jours d'écart. Là, vous avez le 5 et le 6 qui ont été amenés en vitesse. Et ça stack. Ils stackent comme des zinzins. Dans la foulée, ils ont stacké le 5. Hop là. Vous avez vu le monstre? Ils ont stacké le 5. Donc la tour est en train de monter très rapidement. Hein. Comme je dis, ils ont prévu de finir les stackings pour fin août. Et on n'est que début août. On n'est que début août, la tour. Là, ils ont déjà monté plus de la moitié. Ça va très vite. Hein. C'est... Dingue. Hop là. Ah, on vit une époque incroyable. Hein. On remercie SpaceX. Hein. Ça bosse. Hein. Et on a du mal à apprécier la taille. Mais regardez les gens. Les mecs qui bossent sur les plateformes à 40 mètres de haut et qui sont en train de... qui vont taper au marteau comme des tarés pour que tout rentre. Parce que ça s'empile, hein. C'est des Lego, hein, la tour. Hein. Et c'est monstrueux, quoi. C'est de la méga structure. Mais on voit qu'ils ont pris le coup de main. Et ils ont besoin de cette grue-là pour mettre les bras... Pour mettre les bras sur la tour. Ouais, je pense qu'ils vont... ils vont... Parce que les... Quoique, pour les chopsticks... Vu qu'ils vont installer les chopsticks en bas, avant la table orbitale, à voir s'ils ont besoin de cette grue-là pour mettre les chopsticks. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Mais ouais, ça vous montre un petit peu les monstres. Et voilà ce que ça donne. Donc là, vous avez les 5 composants. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous avez le 6e. Le 6e qui va sûrement être stacké aujourd'hui. Parce que hier, quand je suis allé me coucher... Ah oui, je regarde tout le temps. Hier, en allant me coucher, il était 18h. Et à 18h, là, ils avaient installé la grue, donc les bras de la grue, les câbles, sur le composant 6. Oh là 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 là. J'imagine que cette tour sera plus grande que l'autre. Normalement, oui. Mais c'est pas sûr encore. Normalement, oui. Parce que Starship V2 va être quand même plus haut, beaucoup plus haut. Et ce pack va être fait pour Starship V2. Donc on verra bien. Donc très impressionnant la vitesse. Hein. J'avais dit que ça allait être rapide, parce qu'ils ont quand même énormément appris. C'est la 3e tour qu'ils construisent. Hein. Il y en a une à Cap Canaveral, il y en a une là. Et donc on verra bien. On verra bien, mais c'est la 3e tour, donc ça va très vite. Autre chose de dingue! Ce matin, donc pour moi ce matin, mais aux US c'était sûrement en fin de journée, vous avez Elon Musk, qui aime bien son Twitter, hein, forcément, hein, qui balance une photo de ça. Voilà. Ça, j'ai utilisé pour ma vignette. C'est le premier Raptor V3. Donc en ce moment, c'est les Raptor V2 qui sont installés. Mais voici le tout premier Raptor V3 de série. Totalement incroyable. Peut-être que les gens ne se rendent pas compte de l'évolution du moteur Raptor à travers les âges. Mais voilà le premier Raptor V3. D'ailleurs, ils l'ont rebaptisé 1. Sûrement pour le... Parce que là, pour les Raptor V2, ils sont à 350 et des poussières. Donc là, ils reviennent à du numéro 1 et 2. Et il faut que les gens comprennent. Ça, c'est un des moteurs à cycle fermé les plus puissants jamais construits. Et il faut, moi qui suis le développement du programme, voilà ce que ça donne. Le Raptor V1 était une sacrée usine à gaz, et encore, vous aviez le Raptor V2 qui était déjà plus simple et léché, et voilà le Raptor V3. Ça, c'est les mêmes moteurs. Et en plus, les Raptor V3 sont... je vais sortir le BE4. Bien plus puissant. On a eu une progression non seulement en termes d'épuration de tout le système, ils essaient vraiment d'épurer au maximum, parce que moins il y a de pièces, moins il y a de risques, de fuite et tout ça. Et c'est vrai que on voit l'évolution du Raptor qui devient de plus en plus épuré pour être de plus en plus facile à produire. Il y a aussi cet aspect-là, hein, avec de plus en plus de pièces imprimées en 3D et tout ça. Donc le Raptor 3 a vocation à aller sur les Starship V2. Hein. Et c'est vrai que mater un petit peu le travail en termes de design. J'ai vu quelqu'un qui disait « Oh là là, c'est incroyable SpaceX qui innove ». Je suis pas d'accord. Il y a une culture américaine du moteur fusée qui est ça. Vous voyez? Ça, c'est un moteur BE4. On en parle souvent du BE4. Regardez le monstre.
Regardez l'usine à gaz par rapport à un Raptor V3. Qui vous pensez le plus puissant? C'est technologiquement, c'est 2 moteurs au Metalox, 2 moteurs à cycle fermé au Metalox. Hop là. Les Chinois se frottent les mains, c'est plus compliqué que ça. C'est avoir une photo, tu t'en fous. Le Raptor, en effet, le Raptor est un peu plus puissant. Le Raptor est en effet un peu plus puissant qu'un moteur BE4. Et c'est vrai que ça, ce côté usine à gaz est une culture très américaine de la roquetterie. Et bah forcément, quand vous avez une culture de ça, il est difficile d'abandonner une telle culture. Mais là, le BE4 n'est pas un moteur fait pour être produit en très grande série comme le Raptor. Le Raptor, cette simplification à l'extrême, c'est fait pour être produit en très grande série. Il y a une idée de Fordisation du moteur derrière ça. Rappelez-vous qu'à long terme, on aura 44 moteurs Raptor, 44 moteurs sur un Starship. Vous pouvez pas faire du BE4. A contrario, une New Glenn aura 7 BE4. Donc on peut dire que Blue Origin peut se permettre d'avoir une telle usine à gaz en termes de composants par rapport à SpaceX qui se doit de simplifier à outrance le design pour pouvoir le produire efficacement. Vous savez que là, il n'y aura même pas de bouclier de protection comme il y a actuellement, il n'y aura pas de système contre les fuites et tout ça. C'est vraiment un design extrêmement puissant, extrêmement simple et rustique, solide. C'est assez incroyable. Mais, c'est pas de l'innovation. C'est une culture. Et ça, moi qui adore le spatial, ça m'a fait penser à un truc incroyable, qui est ça. Regardez. Ça, les gens ont oublié ça, j'en avais parlé il y a très longtemps dans la minute spatiale. Vous savez c'est quoi ce moteur? C'est aussi un moteur à cycle fermé, mais c'est pas un moteur au Metalox. C'est d'une autre génération. Ah voilà, ça parle de l'école soviétique. Mais ça... Wow. Ah, un NK-33, absolument. C'est un NK-33, un moteur oublié, le moteur de la gigantesque fusée N1. La fusée N1 qui était la fusée lunaire russe. Starship sur beaucoup d'aspects, est assez similaire à une N1 en termes de culture, avec énormément de moteurs, là où les Américains préfèrent avoir des moteurs très très puissants, comme la Saturn V, il y en a 5. Là, je crois que sur la N1, je ne me rappelle même plus combien de moteurs il y avait, toute la série machin, il doit y en avoir plus d'une vingtaine sûrement sur la N1. Et la N1 avait ses moteurs NK-33, qui sont pas aussi puissants que des Raptors, même si à l'époque, la NASA a abandonné cette technologie parce qu'elle l'a considérée comme pas fonctionnelle. Les Russes, eux, ont été capables de la faire fonctionner. Et regardez ça, la simplification à l'extrême. Les Soviétiques, vous moquez pas des Soviétiques, hein. Les Soviétiques étaient les rois du spatial en termes de technologie. Ils sont pas allés sur la Lune pour des raisons X ou Y, que la fusée N1 a eu des problèmes. Vous auriez donné la fusée N1 à SpaceX, il l'aurait fait fonctionner. Il l'aurait fait fonctionner sans aucun problème. La fusée N1 était absolument incroyable, mais pas adaptée à l'industrie soviétique en termes de qualité de la main-d'œuvre et des contrôles qualité mécaniques. Mais le NK-33 était un moteur totalement incroyable. Lui est très proche en termes de génération du moteur Raptor. Et ce qu'on voit là, quand vous voyez le moteur Raptor V3, vous ne pouvez pas voir le retour à la culture soviétique, de la simplification à l'extrême pour de la production de masse du moteur. Et SpaceX est en train, c'est pas de l'innovation, mais est en train de faire un choix génial soviétique on simplifie le moteur à l'extrême, on le blinde pour pouvoir supprimer le maximum de composants pour gagner du poids, gagner de la puissance. Et moi, c'est ce que je vois. Et sans aucun doute, vous comprenez que le moteur NK-33, à la fin du programme de la N1, il a disparu pendant près de 30 ans. Les soviétiques ont voulu tout détruire, il y a des ingénieurs qui ont dit pop, on détruit pas ça. Il y a des moteurs qui ont été planqués dans des hangars. Donc là, le moteur que vous voyez, c'est pas les Russes. C'est Aerojet, dans les années 90, quand l'URSS s'est ouverte, qui allait récupérer ces moteurs, qui les ont payés avec des mallettes de cash. Ils sont arrivés en fédération russe. Et ils ont acheté ces moteurs qui étaient poussiéreux dans des hangars, avec des mallettes d'argent.
ils les ont achetés, ils les ont ramenés aux États-Unis, ils les ont mis sur un stand et ils les ont testés. Ça, c'est des moteurs de la N1 qui ont été réutilisés. Après, les Aerojet les ont reconstruits avec leurs composants, ont changé des noms et tout ça. Mais ça a été une histoire incroyable parce que ce moteur aurait pu disparaître. Et c'est très intéressant de voir aujourd'hui que SpaceX revient culturellement en termes de design sur ce que faisaient les soviétiques. De la simplification à l'extrême pour pouvoir produire en très très grande quantité. C'est pas de l'innovation, c'est un design culturel. Et c'est logique, c'est un choix logique quand vous voyez la quantité qu'ils veulent tirer de Starship, la quantité de moteurs qu'ils vont avoir besoin de partir sur un tel design. Je trouve ça incroyable, hein. Surtout quand vous voyez les premiers Raptor 1 qui étaient des usines à gaz à peine fiables, et quand vous voyez ce que sont l'évolution du moteur Raptor, sur quelques années, hein, c'est ça le truc, c'est que ça va vite. Ça va très très vite. Et ouais, ça vous montre un peu la mentalité d'évolution de ce qu'essaie de faire SpaceX avec son moteur Raptor. Et c'est que le V3, hein, allez savoir ce qu'ils vont faire après, plus tard. Et à chaque fois, les performances sont améliorées. Parce qu'ils suppriment de plus en plus de composants, et ils font baisser les prix aussi. Le but est de produire en masse, améliorer les performances, et faire baisser les prix de production. C'est sur ça que SpaceX travaille le plus. Le but, si vous faites exploser les prix de votre moteur, c'est pas intéressant. Donc le but est d'avoir une machine fiable et solide, qui coûte pas cher à produire et qui est facile à produire. Voilà. Donc on reverra sûrement ce moteur, et on les verra aussi arriver à Boca Chica, peut-être dans les prochains mois. Allez savoir quand ils vont commencer à recevoir les premiers moteurs V3. Je crois celui-là c'est le numéro 1, donc c'est le premier. D'abord ça va aller à McGregor. Ils vont sûrement essayer de les exploser à McGregor pour voir s'ils tiennent bien le coup. Et après, ils vont faire de la grande quantité. On les verra sûrement sur des Raptor V2. Voilà. Très impressionnant en tout cas. On voit la patte culturelle soviétique. Et on peut être fier parce que les soviétiques, malheureusement, pour des raisons X ou Y, n'ont pas été capables de faire voler la N1. Mais Starship, en termes de design et de culture, est ce qui se rapproche le plus de la N1. Starship est d'une culture soviétique. Ouais, Starship, c'est pas une culture américaine. En termes de design, c'est une culture soviétique. Et c'est la culture de la N1. Donc, belle bête, hein. C'est combien de tonnes par poussée? On évite de trop parler de maths ici. On fait de la vulgarisation. On n'est pas là pour sortir pour les gens, ça veut rien dire. Si je leur dis les ratios poussés avec l'ISP, machin, les gens s'en foutent de ça. Ils iront voir par eux-mêmes, tu vas voir par toi-même, t'es un grand garçon. Et voilà. Bon, pas mal, non? Bonne petite semaine. Donc ouais, on aura sûrement des news de Starliner cette semaine. Je suis pas sûr qu'on voit un full stack cette semaine, mais au moins 2 semaines. Et voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Ce soir, je continuerai le run. Avec le Gondor. Et demain, peut-être du War Thunder et du Age of Empires 2 en soirée. Voilà. Bonne petite semaine. Bon, sur ce, passez un bon week-end. Passez une bonne journée, bonne soirée. Puis,